Comment la France aurait-elle pu peser de tout son poids sur les grandes décisions internationales alors qu'en 12 ans, 24 gouvernements se sont succédés à sa tête avec une moyenne d'existence de 6 mois à peine? Au-dessus des querelles politiques, qu'il existe un arbitre national élu par les citoyens, qu'il existe un gouvernement qui soit fait pour gouverner, à qui on en laisse le temps, qu'il existe un Parlement destiné à représenter la volonté politique de la nation. Voilà, Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. La Ve République, mode d'emploi, Khalil Bey. Auditeurs, auditrices, bonjour. Heureux de vous retrouver sur Fréquence Protestante pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts consacrés aux institutions de la Ve République. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Camille Andrieux et Adeline Baldacchino, conseillère référendaire à la Cour des comptes. Et oui, vous l'aurez sûrement deviné, nous parlerons aujourd'hui de la Cour des comptes. Bonjour à vous. Bonjour et merci beaucoup de nous accueillir. Merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous accueillir ici à la Cour des comptes. Je tiens à préciser que vous publiez en collaboration avec Adeline Baldacchino, Comptez demain, Cour des comptes et démocratie au XXIe siècle. Tout à fait. Et on est très heureuse à la fois de présenter le bouquin et bien sûr de parler de notre institution qui est la Cour des comptes. Très bien. Pour parler d'un sujet, il faut d'abord le connaître. Pouvez-vous nous présenter brièvement la Cour des comptes ? Bien sûr. La Cour des comptes, c'est ce qu'on appelle généralement une vigie de l'action publique. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme un peu mystérieux ? Une vigie de l'action publique parce que la Cour des comptes est à équidistance entre le Parlement et le gouvernement. La Cour des comptes est une juridiction financière dite indépendante. Donc, ce qui signifie concrètement qu'on ne prend pas d'ordre des autres institutions de la République et des autres pouvoirs exécutifs, législatifs. Et le rôle concret de la Cour des comptes, c'est de veiller au bon emploi des deniers publics. Ce rôle est inscrit dans l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dit que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Et donc, la Cour des comptes agit comme ce tiers de confiance qui a vocation à appliquer le principe de redevabilité des comptes. Peut-être un dernier point pour présenter la Cour. La Cour est aussi, donc c'est une institution qui est multiséculaire, mais c'est aussi une institution qui est en mouvement et c'est une institution qui est davantage ouverte à la société et aux citoyens aujourd'hui. Parce que bien sûr, quelque part, notre destinataire final, c'est le citoyen, c'est la population. Et donc, dans nos missions, on a à cœur de présenter nos publications de façon pédagogique et d'adresser le plus grand nombre pour que ce principe de redevabilité des comptes soit opérant. Merci beaucoup. Alors, dans cette série de podcasts, on aime faire un peu d'histoire. Et donc, on va faire un petit flashback dans l'histoire constitutionnelle française. Est-ce qu'on retrouve les traces d'une Cour des comptes? Si oui, comment elle a évolué? Alors, en effet, on retrouve traces d'ancêtres de la Cour des comptes actuelle dès le XIVe siècle. On aime bien renvoyer parfois à l'ordonnance de Philippe V le Long, qui date de 1320 et qui créait une chambre des comptes de Paris. Et il y a, depuis cette époque, eu des institutions qui ont assumé d'une manière ou d'une autre ce rôle, mais au service du roi. Et donc, dans un esprit assez différent, évidemment, de celui qui est le nôtre aujourd'hui. On parle un petit peu, d'ailleurs, dans le livre Comptez demain, de l'histoire de la Cour des comptes pendant la Révolution française, qui est très particulière, puisqu'elle va amener, en fait, à recentraliser le contrôle des comptes avec la volonté d'avoir un contrôle moins hétérogène d'un département à l'autre, enfin d'une région à l'autre plus exactement, et donc de rendre mieux justice aux citoyens. Mais on date l'existence de la Cour telle qu'elle est organisée aujourd'hui, en réalité de 1807, c'est-à-dire la création de la Cour des comptes par Napoléon, par Bonaparte. Et donc vous le voyez, c'est une origine là plus impériale en réalité que démocratique. La Cour des comptes ensuite a toujours évolué évidemment
évidemment au fil des régimes qui ont tenté à chaque fois de se l'approprier, toujours de lui confier de nouvelles missions, et elle s'est peu à peu démocratisée et tournée vers le citoyen, en particulier dans les dernières années, si on regarde les dernières décennies, avec quelque chose qui a été assez fondamental, au-delà du fait que son rapport public annuel est devenu public à la moitié du XXe siècle. Surtout, en 1982, ont été créées les chambres régionales et territoriales des comptes, qui ont donc rapproché ce contrôle du citoyen lui-même et qui se sont intéressés aux politiques publiques territoriales, en sortant là donc de la vision, pour le coup, multiséculaire, effectivement, d'une chambre au service du roi, de l'empereur, etc. Merci beaucoup. On va s'attarder maintenant sur les missions de la Cour des comptes. Alors, je vais dire simplement quelques mots et repasser la parole à Camille. Sur ces missions, il y en a traditionnellement 4. Il y a la mission bien connue qui justifie notre statut de juridiction et même de magistrat, parce que nous sommes des magistrats financiers d'un ordre un petit peu particulier, qui s'intéresse essentiellement au code des juridictions financières. Et cette mission-là, elle est juridictionnelle. Elle a consisté à juger les comptes des comptables publics. C'est une mission qui connaît une sorte de révolution aujourd'hui, avec un nouveau régime dit de responsabilité financière, à la fois des ordonnateurs, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui donnent l'ordre de dépenser, et des comptables, ceux qui tiennent la caisse. Mais il y a aussi d'autres métiers, un métier de certification des comptes qui tend à se rapprocher finalement du métier des commissaires aux comptes privés, qui permet simplement de fiabiliser les comptes de l'État et de montrer qu'il y a une sincérité dans la prévision puis dans l'exécution budgétaire. Il y a la mission classique de contrôle de la gestion, de la bonne gestion des organismes publics, qui va consister à choisir un organisme public et à périodiquement regarder comment il travaille et comment il fonctionne, non pas seulement financièrement, mais aussi sur le fond de ces missions. Ce sont des contrôles dits de la gestion, de la performance. Dans la terminologie internationale, on appelle ça aussi parfois des audits de performance. Et puis enfin, il y a cette mission plus récente, mais importante, qui place vraiment la Cour des comptes au cœur finalement de la vie de la cité, qui est une mission d'évaluation des politiques publiques. Et ce qui est intéressant sur ces missions, c'est de voir, on parlait d'histoire juste précédemment, les deux missions de la Curia Regis, de la Cour du Roi, se retrouvent en partie, en réalité, dans les missions actuelles. La première mission de la Curia Regis, c'était la mission dite de comptabilité publique. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que la Curia Regis, à l'époque, avait pour vocation, quelque part, d'empêcher le roi de mal utiliser son propre argent. Alors, aujourd'hui, dans un contexte républicain, les missions ont évolué, mais quelque part, le continuum est resté. Et la deuxième mission historique, c'était le sujet de l'inaliénabilité du domaine public. La Curia Regis avait pour objectif de préserver ce principe d'inaliénabilité en favorisant une bonne utilisation du domaine royal. Et ça, c'est évidemment une mission, comme l'a rappelé Adeline, qui a disparu aujourd'hui. Alors, pour assurer toutes ces missions, la Cour des comptes s'appuie sur une organisation très particulière. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce mode de fonctionnement ? La Cour des comptes, alors en fait, la Cour des comptes fait partie d'un tout plus général qui s'appelle les juridictions financières. Okay. Dans les juridictions financières, on a donc la Cour des comptes à Paris et les chambres régionales et territoriales des comptes en région. J'ai fait par exemple une mission à la Chambre territoriale des comptes de Polynésie française sur le sujet de la protection de l'environnement en Polynésie. Bon, il y a plein d'autres missions d'intérêt local dans les autres chambres régionales. Ça, c'est pour la partie juridiction financière. À la Cour des comptes en tant que telle, on a une distinction en fait entre ce qu'on appelle le siège et le parquet, comme dans toute juridiction. Le siège, c'est présidé par le premier président, Pierre Moscovici, aujourd'hui, avec l'ensemble des magistrats. Et donc, nous produisons des rapports sur du contrôle d'organismes publics. Moi, j'ai contrôlé le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, par exemple, des rapports sur les évaluations de politique publique, etc. Le parquet a une autre mission. Le parquet, comme dans toute juridiction, a pour vocation de préserver la légalité, de préserver l'ordre public financier. Merci beaucoup. Vous évoquiez aussi le rôle vous évoquez Pierre Moscovici, qui est le premier président de la Cour des comptes. Quel est son rôle dans cette maison ?
Alors son rôle est évidemment fondamental. Il est le garant du bon accomplissement de la mission définie par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc celui qui assume à la fois la publicité de nos rapports et la place de l'institution qui, comme on l'a mentionné, est très particulière puisqu'elle est équidistante entre le gouvernement et le Parlement, entre le législatif et l'exécutif, ce qui veut dire que le rôle de Pierre Moscovici consiste à la fois assurer notre liberté de programmation. La Cour peut s'emparer de tous les sujets qui lui semblent d'intérêt général, parfois aussi à répondre à ce qui s'apparente à des commandes des assemblées, puisqu'il existe un article dit article 58.2 de la LOLF, loi organique relative aux lois de finances, qui permet à ces assemblées de demander à la Cour de travailler sur certains sujets. Mais la mission sans doute la plus fondamentale est celle donc de répondre à l'attente du citoyen, on le disait. C'est dans ce cadre-là, par exemple, qu'a été ouverte tout récemment d'ailleurs une plateforme qui permet à chacun de suggérer des sujets de contrôle aux juridictions financières dont ensuite on peut s'emparer pour apporter un éclairage particulier sur une thématique donnée. Et en fait, ça renvoie à cette forme d'adage ou de devise de la Cour, dat ordinem lucendo, c'est-à-dire donner de l'ordre par la lumière en éclairant un sujet, c'est-à-dire en apportant des éléments le plus objectifs possible, objectif consistant à dire non partisan en réalité. L'idée fondamentale derrière ça est que l'on regarde quels sont les objectifs que le politique a pu fixer à un moment donné à un organisme ou à une politique publique et de voir si les moyens qui ont été accordés pour l'accomplissement de cette mission ont permis d'aboutir à ce qui était demandé, à ce qui était attendu d'un fonctionnaire au service du citoyen. Vous êtes conseiller référendaire à la Cour des comptes. C'est quoi le rôle d'un conseiller référendaire ? Le rôle d'un conseiller référendaire, c'est donc d'être... alors, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité plus classique qui est celui d'être magistrat financier. En fait, conseiller référendaire, ça n'est ni plus ni moins qu'un grade. Quand on intègre la Cour des comptes, on est auditeur ou auditrice. Ensuite, on devient conseiller référendaire, puis conseiller maître. C'est des questions d'ancienneté qui sont très propres à la fonction publique. Et donc, le rôle d'un conseiller référendaire est d'être positionné dans une chambre thématique de contrôle. Parce qu'à la Cour des comptes, il y a 6 chambres thématiques et une 7e chambre dite du contentieux. Et donc dans les chambres thématiques, par exemple, la 3e chambre travaille sur les sujets d'éducation, de culture et de sport. La 4e chambre travaille sur les sujets régaliens, la police, les affaires étrangères, etc. Et donc un conseiller référendaire, comme les autres magistrats, a pour vocation de faire des évaluations de politique publique sur le sujet qui lui est imparti, des contrôles d'organismes, etc. Vous avez précédé ma question. Hein. Je voulais vous demander comment s'organisent les rapports entre la Cour des comptes et le pouvoir législatif et l'exécutif. Tout à l'heure, Camille parlait de vigie, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre. Forcément, il y a des rapports prévus par la Constitution. Est-ce que vous pouvez revenir en détail un peu dessus ? Oui, absolument. Alors, il y a effectivement des rapports, des sortes d'exercices obligés prévus par la Constitution. Chaque année, la Cour rend public un rapport public annuel thématique qui va rassembler un certain nombre de contributions venant de chacune des chambres qu'on a mentionnées, mais elle va aussi rendre un rapport, par exemple, sur la situation et les perspectives des finances publiques, des rapports qui analysent l'exécution budgétaire, etc. Et puis, il existe des rapports demandés donc par les assemblées, je l'ai mentionné tout à l'heure, les fameux rapports dits 58.2, mais aussi, car il ne faut jamais oublier les chambres régionales et territoriales des comptes, il y aura bientôt des rapports d'évaluation des politiques publiques qui peuvent être réalisés à la demande de collectivités locales ou en accord avec elles. Et puis, il y a tous les travaux donc périodiques dont s'empare directement la Cour ou les juridictions financières dans le cadre de leur liberté de programmation, qui est un principe assez fondamental. Alors concrètement, simplement, comment ça s'organise ? Eh bien, chaque année, à N-1, comme on dit, l'année précédant celle du début des travaux, qui commence toujours par une notification. Il y a comme ça tout un process très, très encadré, juridiquement évidemment. Eh bien, l'année N-1, il y a des ateliers de programmation qui se montent et qui permettent, par une analyse des risques, un travail de veille permanent effectué au sein de la Cour, par exemple, par des gens qui ont des fonctions de responsables de secteur, de présidents de section, de proposer un certain nombre de sujets de contrôle. Et donc, évidemment, ces sujets peuvent être à la fois
en réalité sélectionnés en raison d'un calendrier périodique qui fait qu'on va retourner tous les 5 ou 10 ans voir tel ou tel organisme, ou bien parce qu'il y a eu des éléments d'alerte. Alerte reçue par un signalement, par exemple, auprès du procureur, ou bien via la nouvelle plateforme que nous avons mise en place, ou bien encore tout simplement des éléments de veille médiatique qui nous permettent de soupçonner qu'il n'y a pas forcément une gestion absolument efficace de tel ou tel organisme et qui va impliquer qu'on aille réaliser ce rapport. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces rapports sont tous publics à compter du 1er janvier 2023. Il l'était déjà en grande majorité, mais c'est devenu systématique à partir de cette année. Mais surtout, ils sont très souvent envoyés en réalité aux commissions, soit thématiques, soit aux commissions des finances des assemblées, qui peuvent à leur tour s'en emparer. Et donc, le travail de collaboration avec le gouvernement et le Parlement, ou de contrôle, ne se passe pas seulement en amont, au moment de choisir les sujets, mais il est très important en aval, c'est-à-dire au moment où on rend nos rapports, pour qu'ils aient un effet réel, au-delà des sanctions éventuelles qui peuvent concerner des comptables, par exemple, ou même des ordonnateurs, dans le cadre de faits pénalement répréhensibles, par exemple. Il y a aussi une question d'équilibre des forces et d'équilibre des pouvoirs qui fait qu'un message va devenir plus important s'il y a un relais politique ou médiatique qui va déclencher en fait les éléments d'un débat public. Et c'est de cette manière-là que la Cour des comptes a un rôle à jouer particulièrement important dans la société aujourd'hui. En tout cas, nous en sommes persuadés. Faut ajouter ? Oui, et sur le rôle de la Cour des comptes et le positionnement de la Cour des comptes dans l'équilibre institutionnel, en fait, cet équilibre institutionnel est assez stable depuis des années, mais est très important. On parlait de vigie de l'action publique, de juridiction. C'est quelque part une forme de triangle entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et nous, on est vraiment à équidistance du Parlement et du gouvernement, avec des choses très concrètes. C'est-à-dire qu'on ne prend pas d'ordre de ces institutions-là. Typiquement, là, la Cour des comptes a publié un rapport sur l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, qui était une demande du Parlement début janvier. C'est l'article 47-2 de la Constitution qui dit que la Cour des comptes assiste le Parlement dans la mission de contrôle du gouvernement. Et donc nous, notre objectif dans ce triangle institutionnel-là, c'est d'arriver à contribuer à la question de l'évaluation des politiques publiques. En fait, en France, on a une culture assez faible encore d'évaluation des politiques publiques. Et donc nous, en tant que Cour des comptes, c'est aussi là qu'est notre rôle. C'est contribuer à l'évaluation et donc plus globalement au contrôle de l'action publique qui est extrêmement important. Moi, je suis très adepte du concept de démocratie continue de Dominique Rousseau, qui parle du suffrage universel et aussi de la dimension de contrôle. Et donc nous, on est l'un des organes importants de ce point de vue-là du contrôle démocratique de l'action publique. Au-delà de ce triangle institutionnel, on a quelque part ajouté un dernier point qui formerait un carré, si je suis pas trop mauvaise en géométrie, qui est maintenant la population, qui est les citoyens, parce que on a ouvert une plateforme d'initiative citoyenne qui permet à tout à chacun de nous proposer des sujets de contrôle, et c'est un vrai changement de paradigme en interne. Avant, on décidait de notre programmation entre cerveau de magistrat. Maintenant, c'est pas complètement ouvert, mais c'est ouvert, et on s'est engagé à en reprendre. Typiquement là, en 2023, paraîtront les premiers rapports sur initiative citoyenne, notamment sur la question de l'égalité femmes-hommes, du recours au cabinet de conseil, etc. Donc c'est dans ce carré géométrique-là que la Cour des comptes s'inscrit aussi. Belle transition. Donc dans ces rapports, vous savez que les citoyens, la Cour des comptes publie des rapports, mais aussi organise des ateliers et autres. Tout à fait. C'est une innovation et d'ailleurs on s'était déjà rencontrés à cette occasion. En fait, pendant la présidence française de l'Union européenne, la Cour des comptes a eu à cœur de tenir un rôle par rapport à la partie budgétaire. Il y a des débats très importants aujourd'hui dans l'actualité, notamment la réforme du pacte de stabilité et de croissance. Derrière ce terme-là se cache en fait juste de manière encore une fois très importante, mais les règles des 3% de déficit public, 60% de dette. Et donc nous, en tant que Cour des comptes, on a voulu s'inscrire dans ce débat-là. Et donc, c'est à cette occasion que vous étiez venus dans nos jolis murs de la grande chambre au premier étage de la Cour des comptes. C'est bien ça.
Et l'objectif, c'était en fait de réunir des magistrats et puis des citoyens. Alors, il y avait beaucoup d'étudiants, parce qu'évidemment, c'est le public qui est intéressé par les sujets de redevabilité de l'action publique au niveau européen. Et donc, on a essayé pendant ces ateliers-là de former une cohorte de citoyens à nos enjeux dans la dimension européenne, et ensuite de faire une restitution dans une conférence qu'on avait organisée à la Sorbonne, avec donc des interlocuteurs de très haut niveau, des politiques, des ministres, des présidents d'entreprise, etc., etc. Et donc les citoyens qui avaient participé à ce séminaire-là sont venus restituer leurs propres idées sur l'action publique de demain au niveau européen. Parlons dès à présent de votre ouvrage que vous publiez avec Adeline Baldacchino. Vous appelez un nouveau mode de contrôle externe de l'action publique par la société elle-même. D'abord, pensez-vous que la Cour des comptes n'est plus en symbiose avec l'époque actuelle que nous vivons ? Alors non, notre message est plutôt un message résolument optimiste. C'est une institution d'abord à laquelle on est en fait extrêmement attachés, dans laquelle je crois qu'on toutes les deux qu'on est heureuse d'avoir rejointe, et qui reste pour nous un symbole d'impartialité, d'exemplarité, d'indépendance aussi, ce qui est fondamental. Mais comme toute institution, y compris multiséculaire, elle a des progrès à faire, et on a eu envie d'avoir cette réflexion sur ce qu'elle pourrait devenir pour être encore plus proche du citoyen, pour ne jamais oublier cette vocation initiale qui est la sienne, celle de l'article 15, rendre des comptes aux gens, simplement, qui se posent des questions sur la manière dont l'État fonctionne, sur la manière dont les agents publics dépensent l'argent qui leur est confié à travers les impôts et les prélèvements publics. On a eu envie d'examiner ce sujet à travers un prisme qui ne soit pas strictement technocratique et administratif, mais aussi simplement citoyen, mais aussi un peu d'une certaine manière qui soit un peu celui de l'utopie, si on veut le prendre au sens positif que ce terme a pour nous. Et donc, on a examiné une série d'enjeux qui nous semblent fondamentaux pour le futur. L'enjeu, je ne vais pas y revenir, mais en fait, on a un certain nombre de propositions complémentaires sur la part de la démocratie et donc du citoyen au cœur des institutions, avec l'idée, de nombreuses idées possibles, parmi lesquelles celle de faire participer encore plus le citoyen, non seulement aux évaluations de politique publique, mais parfois même à ce qu'on appelle les délibérés, le moment où on réfléchit aux conclusions des rapports qu'on doit rendre, l'ouverture aussi simplement des lieux pour que justement les gens puissent comprendre comment ça fonctionne, qui y travaille et selon quelles règles et selon quelles méthodes, et que les gens puissent poser des questions sur la manière dont ça se produit. On a aussi voulu vraiment examiner la question de la soutenabilité, la durabilité, peu importe comment on l'imagine. En tout cas, nous, on imagine une Cour des comptes éco-sophiste, c'est-à-dire qui s'inscrivent dans son environnement en prenant en considération non seulement des questions environnementales, mais en fait des questions sociétales au sens plus large, c'est-à-dire avec une approche holistique, une approche qui ne soit pas seulement l'approche financière ou budgétaire, mais l'approche par la question du bien-être, la question de la manière dont les usagers sont ou non satisfaits du service qui leur est rendu, etc. Et on pense que là-dessus aussi, sur les aspects par exemple de responsabilité sociale, sociétale, environnementale, l'État a des progrès à faire, que la Cour peut y participer. Et puis on s'est interrogé sur la façon dont la Cour pourrait être contrôlée différemment peut-être par, là encore, des institutions qui intégreraient un peu mieux le citoyen dans les interrogations qu'il peut avoir. Et enfin, on a proposé, et c'est là que l'élan est peut-être le plus utopique, mais aussi le plus enlevé, que la Cour devienne l'une de ces agoras des nouveaux imaginaires publics que l'on appelle de nos voeux, c'est-à-dire un endroit où l'on ne regarde pas seulement le passé, mais où l'on invente l'avenir et où l'on réfléchisse à des scénarios alternatifs de politique publique pour le futur qui prennent en compte ces nouvelles préoccupations. Cet ouvrage est d'abord né de notre rencontre avec Adeline, et je crois qu'on avait toutes les deux envie de rêver ce que pourrait être la Cour des comptes et ce que pourrait être une nouvelle fonction de contrôle en démocratie demain. Mais il est aussi né d'un contexte qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup moins utopique quelque part, ou au mauvais sens du terme, qui est celui de notre inquiétude par rapport à l'attractivité de la fonction publique au sens large, dans le cadre des réformes récentes sur la fonction publique, qui n'ont pas fait que du bien, pour être très clair. Et aussi du double mouvement qui va en fait, qui de manière conjointe au déficit d'attractivité, qui est celui
du déficit des services publics. C'est-à-dire que les services publics sont en train de craquer. On parle beaucoup de la santé, évidemment, mais de l'éducation, du logement, de l'énergie, du régalien, des prisons, etc. Et en fait, dans ce double contexte, nous, ce qu'on souhaitait faire, et c'est pour ça qu'on a aussi choisi un jeu de mots avec compter demain, non pas selon un prisme numéraire, mais selon un prisme plus littéraire, on a voulu essayer de se transformer en conteur, en conteuse de l'action publique, pour lever le voile sur ce que nous, on fait aussi concrètement en tant que magistrat à la Cour des comptes, et plus globalement, essayer d'entraîner un mouvement de lever le voile sur l'action publique. Dans ce mouvement-là, moi je suis très attachée à ce qu'a dit Adeline sur l'écosophisme. Je crois que le tournant environnemental est une évidence, bien sûr, mais il doit être une évidence aussi pour les institutions publiques. Et la Cour des comptes, de manière très concrète, parce que l'objectif de cet ouvrage, c'est d'énoncer des idées, mais c'est aussi de montrer qu'on peut les appliquer. Et donc il y a des outils très concrets qui peuvent appliquer notre philosophie quelque part dans cet ouvrage. Je pense notamment à la question de la comptabilité environnementale qui existe déjà. On parle des méthodes CARE, par exemple. Je pense aussi à la question du budget vert qui pourrait être appliqué dans l'ensemble de nos contrôles, en fait. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quand on contrôle 1 euro dépensé, on le contrôle budgétairement. Et nous, notre prisme, c'est de se dire qu'on doit avoir une soutenabilité budgétaire, parce que loin de nous l'idée de dire que État et performance ne doivent pas aller ensemble. Bien sûr que ce duo doit continuer. En revanche, on doit aussi y adjoindre des sujets de soutenabilité sociale et environnementale. Et donc, on propose de manière très concrète les outils pour évoluer de ce point de vue-là. Un autre point aussi sur le sujet écologique. On parle beaucoup dans le débat public d'extra-financier. Vous savez, des normes sortent sur l'extra-financier pour le secteur privé, en fait, essentiellement, notamment la dernière directive européenne CSRD qui prend effet au 1er janvier 2023, mais qui ne s'applique qu'au secteur privé. Eh bien, nous, on se dit que la Cour des comptes pourrait être aussi un levier, une caisse de résonance pour proposer que le secteur public soit aussi astreint aux mêmes normes extra-financières. Pourquoi aujourd'hui l'État n'a pas d'obligation de publication de rapport RSE. Évidemment, nous, on est adeptes de l'adage qui dit que c'est bien de dire, mais c'est aussi bien de démontrer que ce qu'on dit est faisable et souhaitable. Et donc, quelque part, c'est ce qu'on essaye de faire dans cet ouvrage. Merci à vous. Merci Camille, merci Adeline. Merci. J'invite nos auditeurs à se procurer ce très bel ouvrage, Compter demain, Cour des comptes et démocratie au XXIe siècle, qui est préfacé par le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, afin de pouvoir découvrir toutes ces belles propositions. Merci à vous, auditeurs, auditrices. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Sur nos plaines, amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève.
qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes.